Bienvenue monsieur, bonsoir. Merci de votre constante fidélité renouvelée à Djoliba TV News. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce Djoliba Focus consacré cet après-midi à la question relative à la santé sexuelle et reproductive. Voilà, le thème que nous avons proposé est le suivant. Quel lien entre la santé sexuelle et reproductive et le changement climatique? Pour parler de cette thématique, nous recevons pour vous Docteur Mariam Garango Doucouré, elle est chef de département santé des adolescents et jeunes à l'ONA SR. Madame Doucouré, bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Bien, merci, alhamdulillah. Bienvenue, madame. Merci. Notre second invité, docteur, n'est pas docteur, je ne sais pas trop. Conan Stéphane, il est conseiller technique régional suivi, évaluation, recherche et apprentissage à JH Piego. Je pense avoir bien prononcé, monsieur Conan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Alors, je disais tantôt, nous allons nous entretenir autour de la thématique suivante. Quel lien entre la santé sexuelle et reproductive et le changement climatique? Alors, docteur Mariam, je m'adresse d'abord à vous. Il est quand même courant aujourd'hui qu'on parle de la santé sexuelle et reproductive. Et concrètement, de quoi s'agit-il? Ok. Merci, monsieur, pour m'avoir donné la parole afin que je puisse m'exprimer sur votre plateau. Vraiment, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler sur votre antenne. Merci. Bon, la santé sexuelle et reproductive, comme l'OMS le dit, c'est tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Okay. Donc, quand on parle de santé sexuelle et reproductive, tout ce qui concerne notre organe génital, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et tout ce qui concerne son fonctionnement, et tout ce qui concerne les problèmes qui peuvent vraiment le toucher, que sur le plan physique, et également même sur le plan social. Okay? Donc, voilà ce que je pourrais dire concernant la santé sexuelle et reproductive. C'est un sujet qui est très vaste. Oui. Et qui est très très intéressant à débattre. Je pense que dans les autres jours, nous allons voir comment approfondir encore ce débat. D'accord, je crois que nous aurons cette opportunité. Alors, M. Conan, est-ce que vous avez un rajout par rapport justement à la question relative à la santé sexuelle et reproductive? Bon, je peux dire que, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau. Voilà, c'est un sujet qui est d'actualité, qui a traversé plusieurs décennies. Et il reste toujours d'actualité. Et il faut dire que la santé sexuelle et reproductive prend en compte, comme le docteur l'a dit, la sexualité des jeunes, aussi bien des jeunes filles que les jeunes garçons. Donc, que ce soit les organisations, que ce soit le gouvernement, il y a plusieurs programmes qui sont menés pour permettre aux jeunes d'être responsables vis-à-vis de leur sexualité. D'accord, oui. Madame, j'aimerais continuer toujours avec vous. Aujourd'hui, quand on parle de la sexualité, nous sommes dans une société à forte connotation traditionnelle. Il est quand même souvent difficile, justement, de parler de la sexualité, parce que ce sont des sujets qui sont quasiment tabous chez nous pour des raisons qui sont liées aux préjugés. Alors, comment comment avez-vous pu faire, en tout cas, pour essayer de mettre une initiative de telle envergure et pour pouvoir la divulguer? Ok, merci. Comme tu viens de le dire tout de suite là, je suis tout à fait d'accord avec vous que dans notre société ici, c'est un sujet qui semble être un peu tabou, mais qu'il faudrait quand même en débattre. C'est nécessaire et indispensable. Nous avons cette question de sexualité des adolescents et des jeunes. C'est une question multisectorielle. Nous sommes en train de travailler avec d'autres acteurs, dont l'éducation, le ministère de l'Éducation, dont la promotion de la femme et de l'enfant, et d'autres, beaucoup d'autres ministères. Nous sommes en train de travailler ensemble pour pouvoir vraiment avoir des solutions adéquates
et qu'on puisse vraiment pouvoir débattre de ce problème avec la société civile, avec les religieux, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis il y a plus de 15 ans, nous avons eu à travailler avec les religieux sur cette thématique. Et on a même produit des documents de plaidoyer. Il y a le aim religieux, chrétien et musulman. Nous avons ça avec nous. Des argumentaires qu'ils ont eu à développer pour des questions de plaidoyer, pour vraiment pouvoir avoir des financements afin qu'on puisse vraiment booster cette problématique et pour avoir des solutions à cette problématique-là. Donc ça n'a pas commencé maintenant. Et cette même collaboration multisectorielle continue toujours. Raison pour laquelle, cette fois-ci, ils ont essayé vraiment de travailler avec le changement climatique en lien avec l'offre de services de qualité aux adolescents et aux jeunes et dans un contexte humanitaire. Oui, justement, en parlant du changement climatique, quel lien peut-il exister justement entre la santé sexuelle et reproductive et le climat et justement le changement climatique, Madame Doucouré? Bon, le changement climatique a vraiment un impact sur la santé sexuelle et reproductive que beaucoup ignorent. Quand vous posez la question changement climatique, santé sexuelle et reproductive, les gens nous disent mais quel lien est-ce que cela a? Justement. Voilà. Donc le changement climatique, d'abord il y a les jeunes avec les adolescents, c'est une grande préoccupation qui est croissante et qui mérite une attention particulière. Un premier point, il y a le changement climatique va apporter quoi? Ça va apporter une augmentation des risques de catastrophes naturelles. Par exemple, le changement climatique peut entraîner une augmentation des phénomènes météorologiques, c'est-à-dire les incendies, les inondations qui sont là, les tempêtes, et au niveau des incendies, au niveau des forêts. Et ces catastrophes peuvent perturber gravement l'accès aux services de santé des adolescents et des jeunes. Par exemple, je peux vous dire, quand il y a une inondation maintenant, peut-être que dans un village, il peut y avoir un centre de santé. Mais pour pouvoir joindre ce centre de santé, il y a peut-être un pont qui est là. Mais avec l'inondation va apporter le pont. Et quand il va apporter le pont, les gens auront besoin des services. Par exemple, il y a une jeune dame, ou bien une jeune dame qui est enceinte, qui a un travail, qui doit accoucher. Et maintenant, il n'y a plus de pont parce que l'inondation a apporté ça. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Vous avez vu? Donc, concernant également les adolescentes et les jeunes, peut-être qu'elles ont besoin d'avoir des services de planification familiale. Peut-être qu'elle est en cours de ces pilules ou bien autres, et elle doit aller au centre de santé pour aller s'en approvisionner. Mais à cause de l'inaccessibilité, à cause de l'inondation, l'inaccessibilité au centre de santé, elle peut elle peut contracter une grossesse non désirée parce qu'elle est en cours de produits pour pouvoir se protéger. Donc, ça, c'est un exemple que je donne comme ça, un exemple terre à terre que je donne comme ça. Donc, ça a vraiment un impact vraiment très sérieux sur la santé des adolescents et des jeunes. Ça, c'est un premier point. Il y a le déplacement des populations. Quand il y a catastrophe, il y a le déplacement des populations, là où ça a lieu. Donc, maintenant, ce déplacement des populations peut être lié à l'augmentation et à la montée de la mer, à la désertification, à la perte des terres agricoles. Les adolescents et les jeunes, en particulier les filles, peuvent être vulnérables à l'exploitation sexuelle et au mariage d'enfants ou au mariage forcé. OK? Donc ça, c'est un deuxième point concernant ça. Le troisième point également, il y a l'insécurité alimentaire à cause des catastrophes naturelles. Ça peut provoquer de l'insécurité alimentaire. Donc maintenant, cette insécurité alimentaire peut affecter en réduisant la disponibilité des ressources alimentaires. Et c'est là également, ça joue beaucoup sur la santé des adolescents et des jeunes parce qu'elles sont indispensables pour la croissance des adolescents et des jeunes. L'alimentation. La quatrième point, ça c'est les maladies vectorielles. Les maladies vectorielles, présentement au Mali, nous sommes en train de vivre un cas. Pas au Mali ici, mais dans la sous-région. Le problème de dengue. OK? Vous avez vu que les maladies vectorielles, pendant l'hivernage,
il y a la prolifération des moustiques qui est là, qui entraîne vraiment d'autres maladies qui sont là. Il y a le palu qui est là. Et présentement, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Burkina, où on a même parlé de ça comme étant une épidémie aujourd'hui au Burkina. Au Mali, on a des cas. D'accord. On a des cas au Mali qui sont enregistrés au Gabriel Touré. D'accord. Donc maintenant, tout ça tout ça peut être dû à ce que je veux dire là. Les impacts. Les impacts, tout ça font partie des impacts des choses. D'accord. Donc maintenant, il y a le stress psychologique. Les catastrophes liées au climat et l'incertitude environnementale peuvent exercer un stress psychologique important sur les adolescents et les jeunes, ce qui peut affecter leur bien-être mental et leur capacité à prendre des décisions éclairées sur leur état de santé sexuelle et reproductive. Effectivement, ils peuvent être touchés psychologiquement à cause de cette catastrophe-là qui est là, qui va créer un stress à leur niveau, et ça va jouer également sur eux. Et surtout les jeunes filles, souvent, ça pourra provoquer de l'anorexie chez les jeunes filles qui, mentalement, va leur permettre vraiment de ne pas pouvoir s'alimenter comme il le faut, et ça va provoquer des perturbations au sein de leur organisme. D'accord. Vous avez fini? Oui, il y a l'accès aux services de santé qui est limité. Comme je vous ai dit, le premier exemple que je vous ai donné tout de suite est en lien avec l'accès des services de santé limités. Souvent, la catastrophe, ça peut emporter et détruire les espaces, les centres de santé, parce que le centre de santé peut être endommagé. Voilà, et puis souvent également, il y a le personnel, également, vu l'insécurité et autres qui est là, ils peuvent partir, et tout ça, ça pose des problèmes. D'accord. Oui, Monsieur Konan, rapidement, au-delà de tout ce que Madame Doucouré vient de parler par rapport justement au lien d'abord entre la santé sexuelle et reproductive et le climat et le changement climatique, chose que nous avons quand même comprise. Alors, quel autre impact pouvez-vous nous en dire par rapport justement au changement climatique? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a Dr Doucouré qui a beaucoup donné d'informations. Des informations qui nous permettent déjà de situer l'impact du changement climatique sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et même des femmes, et en plus des femmes, surtout les enfants. Parce que tout à l'heure, au-delà même de la santé sexuelle et reproductive, il y a aussi les enfants qui sont impactés, le fait que les enfants ne pourront plus aller à l'école, du fait de la destruction des services de base. Également, il y a au niveau des engagements, il y a des engagements qui sont pris pour favoriser la santé sexuelle et reproductive. Mais lorsqu'il y a des catastrophes, il y a la déforestation, il y a des inondations dans certaines localités, tout cela perturbe un peu les priorités du gouvernement et même de certains bailleurs qui sont obligés de revoir leurs priorités. Et souvent, les engagements qui sont pris ne sont pas vraiment respectés. Il faut dire qu'au niveau de FP20, il y a plusieurs engagements qui ont été pris. Et il a dit que plus de 71 pays qui sont touchés par les catastrophes, les inondations dues au changement climatique. Il y a près de 23% qui ne sont pas... près de 23% d'engagements qui ne sont pas respectés du fait du changement climatique. Et c'est pour cela que tous ces pays, dans les priorités du FP20 et même des organisations et des bailleurs de fonds, il est dit que les priorités sont en train d'être revues pour intégrer la question du changement climatique dans l'élaboration des plans nationaux d'urgence. Et aujourd'hui, on parle de près de 50% de ces engagements qui sont respectés grâce à la prise en compte des effets du changement climatique dans ces plans-là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, oui, toujours parlant de la question relative justement à la santé sexuelle et reproductive, peut-on savoir aujourd'hui, M. Konan, quelle est justement la situation sanitaire sur le plan justement humanitaire dans certains de nos pays? Ok. Dans certains de nos pays, malheureusement, la situation évolue
négativement du fait du changement climatique. Mais l'autre élément qui impacte encore le changement climatique, c'est la crise humanitaire. Voilà, c'est la crise humanitaire qui touche notamment les pays du Sahel et le Mali. Comme vous le savez, le Mali est touché. Et également le Burkina qui est également touché par cette crise humanitaire et cela crée la présence des terroristes et ça crée beaucoup de déplacements internes. Et ces déplacements-là n'épargnent pas les femmes qui sont au centre même du développement, qui sont obligées d'aller chercher la nourriture et du fait de ces changements-là, ces femmes-là n'arrivent plus à vraiment trouver la nourriture correctement. Il y a beaucoup qui sont obligés d'aller dans les mines pour pouvoir chercher la nourriture et cela crée beaucoup de violences basées sur les gens. Elles sont violentées, il y a beaucoup qui sont violés. Donc vraiment, c'est des choses qui sont réelles. Et il y a aussi la fermeture de certaines formations sanitaires qui sont constatées dans ces différentes zones-là. Il y a le Burkina où il y a près de 20% des formations sanitaires qui sont fermées et du fait même non seulement du changement climatique, mais également de la crise humanitaire qui touche ces différents pays-là. Oui, madame, vous avez rappelé tantôt par rapport aux méthodes contraceptives. Et je pense qu'à ce niveau, c'est surtout les adolescents qui sont les plus concernés parce que l'adolescence, on sait très bien, c'est une étape tellement décisive, mais tellement importante dans la vie d'un homme. Alors, est-ce que les adolescents sont mieux informés par rapport, en tout cas, à ces méthodes de contraception, mais aussi par rapport aux maladies que nous appelons ici sexuellement transmissibles? Oui. Et effectivement, les jeunes sont concernés ils sont informés par l'État, les structures techniques, surtout les structures de santé. Nous collaborons étroitement avec les organisations fêtières des jeunes. Nous ne faisons rien sans eux dans l'élaboration de nos programmes, de nos projets, dans la mise en œuvre, dans le suivi et évaluation, les jeunes sont impliqués dedans. Et pour nos campagnes, la partie sensibilisation, ça appartient aux jeunes. Ils ont même créé, maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, pendant les campagnes, nous avons un volet que l'on appelle e-campagne. Voilà, qui est à la merci des jeunes. C'est eux qui utilisent cette thématique et c'est eux qui utilisent vraiment ce créneau pour pouvoir faire passer les informations, toutes les informations claires, correctes qu'on leur donne à leur père, que ce soit au niveau urbain, que ce soit au niveau rural et dans toutes les langues. Ils sont là. Donc maintenant, l'autre question là, c'était quoi après la contraception C'était par rapport à la situation sanitaire immunitaire. Concernant les infections sexuellement transmissibles également, c'est eux qui donnent également toutes les informations claires. Nous élaborons les messages, les informations, et nous les élaborons avec eux. D'accord. Parce que c'est eux qui vivent, et eux qui connaissent les problèmes, les besoins qu'ils ont. D'accord. Donc nous faisons tout avec eux. Nous les guidons. Nous sommes des techniciens, nous les guidons. Nous leur donnons toutes les informations et ensemble, on élabore les messages et après, ils le font passer sur le réseau. D'accord. Oui, au-delà de tout ça, est-ce que peut-on savoir aujourd'hui quelle est justement la couche sociale, disons, la plus exposée, sinon la plus touchée, en tout cas par cette situation, madame? Par cette situation, je pense que ce sont les femmes et les adolescents et les jeunes qui sont les plus touchés par cette problématique. Je pense que M. Kona vient de le dire tout de suite. En situation de catastrophe, en général, ce sont les femmes et les enfants, les adolescents qui sont les plus touchés par la catastrophe. D'accord. Oui, M. Kona, comme je l'ai dit tantôt, la question d'adolescence est une question très délicate. Vous êtes de l'autre côté de la frontière. Est-ce que ce sont les mêmes réalités que vous vivez? Parce que comme je dis, chez nous ici, en tout cas, les questions relatives en tout cas, à la sexualité, c'est des questions qui sont souvent difficiles à aborder. Un enfant ne peut pas se permettre d'aborder ses parents pour parler de sexualité. Alors, comment vous véhiculez les messages autour de vous afin de protéger les enfants, les mettre à l'abri de certaines situations?
Ok, merci beaucoup. Je pense que on fait beaucoup de choses. Et avec, bon, comme vous le savez, il travaille à Dipaigo. Dipaigo, c'est une organisation internationale, une organisation non gouvernementale qui met des projets en faveur des jeunes, et des femmes et des enfants également. Et dans la mise en œuvre des différents projets, il y a un projet qu'on appelle le projet Accélérer l'accès au DNPAC dans les 8 pays, des 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Et c'est un projet qui a commencé depuis 2019. Et lors de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mené des activités à l'endroit des jeunes, des jeunes adolescentes et des jeunes garçons également. Et des activités que nous avons menées on mène des campagnes de sensibilisation. Et ces campagnes-là sont menées pendant la rentrée scolaire, mais aussi pendant les vacances. Nous avons organisé plusieurs campagnes de sensibilisation. On a même organisé des camps nationaux dans les différents pays. On a organisé en Côte d'Ivoire pour sensibiliser. C'est-à-dire qu'on prend, dans ces campagnes, les jeunes, on les déplace. On peut aller dans une zone, dans une autre ville, et ils sont regroupés, ils sont sensibilisants, ils sont éduqués. Et on a même fait au Togo, où on a rassemblé près de 200 jeunes filles et garçons qui ont été sensibilisés sur leur sexualité. Voilà, donc ils ont la qualité des questions qui ont été posées. Nous pensons que ces jeunes-là, bien vrai que c'est des questions qui restent tabous dans les différents ménages, mais ces jeunes-là sont conscients, ils sont informés. Nous organisons tout cela, toutes ces campagnes-là, pour leur permettre d'avoir la bonne information, parce que, comme vous le savez, il y a les réseaux sociaux qui donnent des informations, mais ce sont des informations qui ne sont pas toujours correctes. Okay. Donc, à travers nos projets, nous essayons de canaliser ces informations et de donner des informations justes pour permettre à ces jeunes d'avoir une sexualité responsable. D'accord. Oui, rapidement. Je peux, voilà. Et chose d'alimenter ce qu'il a dit également. Au niveau du Mali également, nous avons entrepris beaucoup de choses. Okay. Parce que au niveau de l'ONASER, l'Office national santé de la reproduction, qui est la structure de coordination de tout ce qui concerne les activités de santé de la reproduction au niveau du Mali, que ce soit avec les organisations de la société civile, que ce soit avec les organisations internationales, c'est l'ONASER qui coordonne toutes les activités en matière de santé de la reproduction. Et dans ce même contexte, dans la même mouvance, ce qu'il vient de dire tout de suite, le directeur Ben Moulay et Idrissa Aïdara se propose vraiment de faire une rencontre avec les imams pour pouvoir développer un argumentaire dans le domaine de la santé de la reproduction. Et de concert avec le ministère de l'Éducation, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur les paquets de services à offrir au niveau des différentes services, des différentes écoles du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire le paquet de services à offrir au niveau fondamental, le paquet de fondamental 1, le paquet de services SR à offrir au niveau du fondamental 2, le paquet de services SR à offrir au niveau du secondaire et au niveau universitaire. Et nous sommes toujours dans cette mouvance-là, nous sommes en train de faire ça. Nous avons déjà fini avec cet atelier, nous l'avons validé, il reste la finalisation. Nous sommes dans la finalisation. Donc avec ça, parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation, ils ont développé des curricula de formation des élèves maîtres, pour qu'ils puissent vraiment dispenser ces cours-là à ces élèves-là. Donc nous, on parle de l'éducation à la vie familiale, au lieu de parler de l'éducation sexuelle, comme vous-même vous avez eu à le dire, qui est un thème très sensible au sein de notre société qui est fortement musulmane. D'accord. Oui, nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes, madame, dans une situation difficile. Les questions humanitaires, ce n'est pas du tout évident. Alors, avec la situation qui prévaut dans nos pays aujourd'hui, comment envisagez-vous, quelles solutions envisagez-vous en fait pour rendre accessible, en tout cas, les services de santé sexuelle et reproductive? Bon, au niveau de notre... c'est surtout au niveau de notre pays, là, ce que nous avons envisagé de faire. Parce que
le système de santé du Mali est fait de telle sorte que dans la pyramide, quand vous prenez la pyramide sanitaire, ça commence par la base, c'est-à-dire au niveau communautaire. Les CESCOM qui sont là, nous avons plus de 1605 CESCOM opérationnels au Mali qui sont là et ça remonte au niveau district, ensuite au niveau régional et ensuite au niveau national. Donc, avec ça, au niveau des zones d'insécurité, il y a des stratégies qui ont été mises en place. Donc, ces stratégies permettent vraiment de pouvoir toucher les populations qui sont très vulnérables à propos de l'offre de services de santé de la reproduction. Donc, ils ont mis en place des stratégies. Ils ont des équipes mobiles qui sont là, qui se déplacent soit à moto pour aller offrir des services à ces populations-là, où il y a des véhicules dans lesquels, c'est-à-dire que l'on appelle les cliniques mobiles, dans lesquelles il y a un certain nombre d'agents de santé et du développement social qui montent là-bas et qui vont au niveau des zones difficiles ou bien au niveau des déplacés pour pouvoir leur offrir des services de santé et de la reproduction et tout ce qui concerne les problèmes de santé dont ils sont en train de vivre. La preuve en est que même présentement, il y a le projet Suède qui a donné deux véhicules, deux cliniques mobiles à l'AMPPF. Et souvent, là où se trouvent nos déplacés internes, là, donc ces véhicules-là, ces cliniques mobiles-là vont vers ces populations pour aller les offrir les services. Présentement, nous sommes dans le mois d'octobre rose. Ils vont pour aller faire des dépistages pour le cancer du col et pour le cancer du sein. Mais ils offrent également les services de santé de la reproduction tels que la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, les problèmes de gynéco et tout. Parce que dans le véhicule, il y a la sage-femme, il y a un infirmier, il y a un agent de développement social, tout ils disent bon. Et dans les zones d'accès difficiles, souvent, surtout au nord là-bas, il y a un certain moment de l'année où les tamasheks, ils se regroupent, les nomades se regroupent dans un certain endroit vers la zone des 3 frontières. Ils se retrouvent là-bas à la recherche de pâturage. Ceux du Burkina, ceux du Niger, ceux du Mali se retrouvent là-bas. Et souvent, le Mali et les structures de santé à ce niveau se déplacent à véhicule pour aller pour un mois s'installer là-bas pour pouvoir vraiment offrir les services de santé à ce niveau. Même pour les déclarations de naissance, de décès, tout, ils font tout. C'est une équipe multidisciplinaire qui vont pour un mois aller séjourner là-bas pour pouvoir vraiment prendre en charge les problèmes de ces populations. D'accord, oui, M. Konan, ça c'est l'expérience du Mali. Si je vais dire que dans les zones de crise, l'État a accordé la gratuité des soins à ces gens-là. D'accord, c'est bien de le préciser. Alors je disais, hein, ça c'est l'expérience que Madame vit, en tout cas ici. Vous, à votre niveau, est-ce que c'est le même constat en fait? Ok, d'accord. Merci encore. C'est le même constat dans le cadre des différents projets que nous menons dans les pays que nous couvrons. C'est le même constat. Et dans le cadre du projet DMPAC, nous avons constaté que les femmes, les jeunes filles sont également touchées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé un forum. On a commencé par le Burkina qui est un pays du Sahel, et on a organisé le même forum en Guinée, et également nous organisons le troisième forum au Mali, et le dernier forum sera organisé au Niger. Donc on peut dire que à travers ce forum-là, à travers ces différents forums, nous comptons mener des activités, nous comptons avoir des informations clés, discuter avec les différents partenaires, que ce soit la société civile, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, tout le gouvernement, également les partenaires, les autres partenaires techniques et financiers, pour discuter, pour prendre en compte la question du changement climatique et crise humanitaire dans l'élaboration des plans nationaux d'urgence qui vont nous permettre d'avoir des projets qui prennent en compte tous les aspects qui peuvent permettre aux femmes de bénéficier des projets d'un développement durable
D'accord. Oui. J'ai 2 points importants que j'ai oublié de souligner concernant ce que le Mali est en train de faire. Nous avons des partenaires qui nous appuient, surtout l'UNFPA. Ils nous appuient beaucoup dans ce domaine-là et ils ont mis à notre disposition vraiment des kits d'urgence en cas de viol ou autre là que nous utilisons dans le cadre vraiment de la formation des prestataires sur le dispositif minimum d'urgence. Et en plus de ça, ils nous donnent des maternités préfabriquées. Des maternités préfabriquées dans ces zones d'accès difficiles. C'est-à-dire, eux, ils ne construisent pas. Ils vont au sein de la communauté, ils vont avec la communauté. S'ils ont des locaux qui sont là, ils peuvent vraiment les équiper, les réaménager, les équiper, mettre toutes les commodités qu'il faut pour pouvoir vraiment assurer un accouchement propre et en toute sécurité. Donc vraiment, l'UNFPA est en train de nous appuyer sur ce point-là dans les zones d'accès, dans les zones de crise humanitaire. Là, il faudrait vraiment le préciser. Ok. Oui, M. Konon parlait tantôt, madame, de l'organisation, en tout cas des forums, en tout cas des forats dans 4 pays de la sous-région, qui est d'ailleurs en cours. Peut-on savoir aujourd'hui quels sont les objectifs de cette activité, de ces activités? Bon, les objectifs de l'activité de ce forum-là sont là déjà. Je pense que Kona, oui. Okay. Oui. Donc, comme il disait, les objectifs on avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre aux différents partenaires, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations internationales, que ce soit le gouvernement, de connaître l'ampleur des effets du changement climatique et des crises humanitaires sur la santé sexuelle et reproductive. Voilà, ça c'est le premier point. Mais également, le deuxième objectif, c'est de permettre à tous ces acteurs d'avoir également une compréhension approfondie. Voilà, une compréhension approfondie. Et de voir aussi l'interdépendance entre la crise humanitaire, le changement climatique et la santé sexuelle et reproductive. Maintenant, comme troisième objectif que nous avons fait ressortir, on veut renforcer le lien entre ces 3 groupes. Renforcer le lien entre ces 3 groupes, que ce soit la société civile, les PTF, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement, sur cette question du changement climatique et la santé sexuelle et reproductive. Et également, on veut dans ce qu'on a déjà commencé même dans les autres pays, on permet à ces pays concernés de mener une réflexion sur les solutions multisectorielles. Tout à l'heure, il a parlé de solutions c'est des actions multisectorielles que nous avons menées pour dire que si on veut mener des actions un peu des actions uniques ou bien peut-être chaque partenaire mène des actions individuelles, c'est difficile de pouvoir avoir plus d'impact. Maintenant, le 5e objectif que nous avons pu faire ressortir, c'est élaborer une feuille de route. C'est-à-dire qu'après d'avoir mené les réflexions, on a échangé, on a fait sortir les défis. Au-delà des défis, il y a aussi des atouts. Tous ces pays-là ont des atouts pour pouvoir peut-être, je vais dire, pour pouvoir affronter tout ce qui pouvait être une conséquence du changement climatique. Donc, on essaie de les emmener à être conscients de ce qui pourrait arriver. Et on a développé un outil qu'on appelle le design spéculatif qui permet, à travers cet outil-là, de voir ce qui pourrait arriver, les défis et quels sont les besoins de ces différents pays-là ou bien de ces différentes populations pour pouvoir s'adapter, pouvoir mener une bonne résilience à travers les projets qui seront menés plus tard. D'accord. Oui, rapidement, madame, est-ce que vous avez des rajouts justement par rapport à l'activité, sur nos objectifs de cette activité? Aux objectifs, il a tout dit. Il a tout dit déjà. Alors nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Nous savons que vous avez justement des partenaires, vous les avez rappelés sur ce plateau. Aujourd'hui, peut-on savoir quelles sont justement vos attentes, les attentes concernant les acteurs de la société civile et du gouvernement, de la société civile, pour justement faire face, des ONG, j'allais dire, pour faire face à tous les défis auxquels vous êtes confrontés, sur lesquels le projet est confronté. Rapidement.
Merci de m'avoir adressé cette question. Concernant la société civile, nous attendons 3 choses de la société civile. Le premier point, c'est la sensibilisation et l'éducation. Là, ils peuvent vraiment beaucoup appuyer dans ce domaine-là, faire la sensibilisation, la communication pour le changement social et de comportement dans les organisations de la société, et ils peuvent faire ça. Okay. Concernant l'effet du changement climatique sur la santé sexuelle et reproductive. Le deuxième point, c'est de faire des plaidoyers. Peut beaucoup appuyer l'État, peut faire des plaidoyers visant à atténuer l'état du changement climatique sur les besoins en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, pour que ça soit pris en compte par les décideurs. Parce que le but du plaidoyer, c'est que les décideurs puissent vraiment prendre des décisions pour pouvoir vraiment pallier aux problèmes qui se présentent à nous. Okay. Le troisième point, c'est le soutien aux initiatives locales. Donc, la société civile peut vraiment beaucoup nous aider dans ces visant à renforcer la résilience des communautés aux effets du changement climatique. Ça, c'est le troisième point. Ça, c'est au niveau de la société civile. Maintenant, au niveau du gouvernement, c'est l'élaboration des politiques. Il faudrait vraiment que nous puissions élaborer des politiques qui intègrent la santé de la reproduction dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Il faudrait également des investissements dans les services de santé. Ils doivent investir dans les services de santé et de reproduction en s'assurant qu'ils sont résilients au changement climatique. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'égalité des genres. Ils doivent faire la promotion de l'égalité des genres, essentielle car les femmes et les jeunes sont souvent plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. C'est pourquoi je vous ai dit que nous travaillons avec le ministère de la promotion de la femme et de l'enfant et surtout avec le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Très bien. Okay? Maintenant, sur le plan des institutions internationales, pour les institutions internationales, là, nous comptons sur eux pour le financement et l'assistance technique, surtout. Les organismes internationaux, nous comptons sur eux pour fournir des financements et une assistance technique pour aider les pays à intégrer la santé sexuelle et reproductive à leur plan d'adaptation au changement climatique. Deuxième point, la coordination et la collaboration. Donc, ils peuvent vraiment faciliter la collaboration entre le gouvernement, les organisations de la société civile et d'autres acteurs pour garantir une réponse efficace et coordonnée. Maintenant, le troisième point, ça c'est le suivi-évaluation. Dans le domaine du suivi-évaluation, ils peuvent jouer un rôle dans le suivi de l'évaluation des progrès réalisés pour s'assurer que les besoins en santé sexuelle et reproductive sont satisfaits. Très bien. Alors rapidement, est-ce que vous avez des rajouts par rapport aux attentes concernant la société civile, le gouvernement et les institutions au cas où Madame aurait occulté des points? Bon, rapidement. Ok, merci beaucoup. Ce que je voulais ajouter, c'est que ce que nous pouvons faire, ou du moins les besoins en termes d'action ou bien d'activité, c'est de faire la collecte des données, c'est-à-dire de collecter des informations qui prennent en compte des indicateurs sur les liens entre le changement climatique et la SRPF. Ça, c'est des éléments qui sont ressortis lors des différents forats que nous avons déjà eus. Et nous, en tant que partenaires techniques et financiers, nous sommes en train de prendre en compte tous ces indicateurs-là dans les différentes activités que nous allons mener pour soutenir, que ce soit la société civile, également le gouvernement, dans les différentes activités qui sont déjà menées. Et nous voulons encore féliciter tous ces gouvernements, que ce soit le Mali et les autres pays que nous soutenons. Nous les félicitons parce que lors de ces forats-là, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais comme elle a dit, il reste la coordination qui doit être faite entre le gouvernement, la société civile et ces différents partenaires qui mènent des actions qui sont vraiment à féliciter. D'accord. Votre mot de la fin, M. Konan, en 30 secondes. En 30 secondes. Ok. Je voudrais dire merci à Djoliba TV pour cette occasion qui nous donne de passer ce message-là. Je voudrais toujours encourager les différents pays qui sont concernés par la question des changements climatiques. Tous les pays sont concernés, tous les pays que ce soit les pays africains, l'Europe, tous les pays sont concernés et nous pensons bien qu'aujourd'hui, tous ces pays-là sont conscients qu'ils doivent prendre en compte
la question du changement climatique dans les activités qui sont menées dans la SRPF. D'accord. Madame, le deuxième mot. Merci. Et bon, mes remerciements vont également à Djoliba TV pour avoir initié vraiment ce débat au niveau de votre antenne. Il faudrait également savoir qu'il est essentiel de reconnaître que le changement climatique a un impact profond sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Pour ce faire, à cette crise, il est impératif et nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes de promotion ou une approche holistique qui prennent en compte à la fois la santé sexuelle et reproductive et le changement climatique. En s'efforçant de garantir l'accès des services de qualité, l'autonomisation des femmes, parce qu'on a eu à parler des problèmes pour qu'elles puissent aller chercher à manger, l'autonomisation des femmes et des jeunes et l'atténuation des effets du changement climatique. Cela nécessite une collaboration étroite entre la société civile, les gouvernements et les institutions internationales pour relever ces défis. Merci. J'ose croire que ces défis seront relevés. Merci à vous, madame, docteur Mariama Garango Doucouré, chef du département santé des adolescents et jeunes à l'ONA-SAS. Ce fut un plaisir, madame, de vous accueillir autour de ce plateau. Notre second invité était M. Conan Stéphane, conseiller technique régional suivi, évaluation, recherche et apprentissage à JH Piego. Je pense que c'est bien prononcé. C'est bien. Piego, c'est anglais. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est ce qu'il fallait retenir de ce Djoliba Focus qui avait pour thématique quel lien entre la santé sexuelle et reproductive et le changement climatique. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres Djoliba Focus. D'ici là, restez connectés sur le programme de Djoliba TV News. Merci.